L'évolution des caractères d'imprimerie du tibétain, anatomie et développement historique des polices d'écriture tibétaine. On sait peu de choses de l'origine exacte de l'écriture tibétaine. D'après la tradition, la création de ce système d'écriture est associée au roi Sonsen Gampo, qui a unifié le Tibet et régné entre 620 et 645 de notre ère. Selon d'autres sources toutefois, l'écriture se serait propagée au Tibet via le Cachemire et le Turkestan. Origine de l'écriture tibétaine. On sait peu de choses de l'origine exacte de l'écriture tibétaine. D'après la tradition, la création de ce système d'écriture est associée au roi Sonsen Gampo, qui a unifié le Tibet et régné entre 620 et 645 de notre ère. Selon d'autres sources toutefois, l'écriture se serait diffusée au Tibet via le Cachemire et le Turkestan. Dès le début ou presque, deux styles d'écriture distincts sont apparus simultanément, Huchen et Humé. Huchen peut se traduire par « avec tête », ce qui fait référence au trait supérieur que contient chaque caractère. Cette caractéristique est à rapporter à l'écriture Gupta qui était en usage en Inde au 7e siècle, sur laquelle Tonmi Sambhota, l'inventeur présumé du système d'écriture tibétain, aurait copié les lettres tibétaines. Le Huchen était, et est toujours, l'écriture préférée pour les documents officiels, pour les textes bouddhiques et pour l'administration, du moins pendant la période impériale, entre le 7e et le 9e siècle. C'est ensuite devenu un modèle, d'abord pour les caractères gravés sur des planches xylographiques puis, à partir du XVIIIe siècle en Occident, pour les caractères d'imprimerie. Le Huchen a aussi servi à définir le corps du texte pour les publications non religieuses. La forme des lettres de type Huchen se prêtait très bien à l'épigraphie et a été conservée pour la gravure sur planches xylographiques. Le Humé, sans tête, est une écriture manuscrite cursive, plus ronde, qui ne possède pas de traits sur la ligne supérieure. Cette écriture plus informelle, qui a donné naissance à au moins 10 styles calligraphiques différents, était utilisée principalement pour la correspondance personnelle, la poésie et la calligraphie. Le système graphique tibétain s'est normalisé dès le 7e siècle et a très peu évolué depuis. La structure de la syllabe tibétaine. L'écriture tibétaine appartient à la catégorie des alphasyllabaires ou alphabets syllabiques. Elle est utilisée par environ 7 millions de personnes principalement au Tibet, en Asie du Sud, dans quelques parties de l'Asie intérieure et dans la diaspora tibétaine. Le tibétain se lit horizontalement et de gauche à droite. Il est formé de 30 signes consonnes de base et 4 signes voyelles, I, U, E, O. Ceux-ci peuvent se combiner aussi avec d'autres consonnes, formant ainsi des syllabes plus ou moins complexes. On peut, au sein d'une même syllabe, combiner plusieurs lettres, soit verticalement, dessus, dessous, soit horizontalement, à gauche, à droite, soit les deux. Dans le sens de la hauteur, on peut adjoindre une lettre dite suscrite au-dessus de la lettre racine et ou une lettre dite souscrite au-dessous de la lettre racine. Sur le plan horizontal, on peut faire précéder la lettre racine d'une lettre dite préfixée ou faire suivre la lettre racine d'une lettre dite suffixée, et cette dernière peut également être à son tour suivie d'une seconde lettre suffixée. Ainsi, on peut aller jusqu'à 3 consonnes superposées de manière verticale, lettre racine au milieu plus une lettre suscrite dessus plus une lettre souscrite dessous, et 4 lettres alignées de manière horizontale. À cela peut toujours s'ajouter le signe voyelle. Le nombre d'éléments composant une syllabe va donc d'un seul, la seule lettre racine, à 8, 7 éléments consonantiques et une voyelle, et parfois un peu plus encore pour quelques termes d'emprunt, notamment du sanskrit, du chinois et d'autres langues. Exemple de complexité croissante d'orthographe d'une syllabe. Lettre racine, ga. Lettre racine surmontée de la voyelle i. Lettre racine surmontée de la voyelle i et de la lettre suscrite sa. Lettre racine surmontée de la voyelle i et de la lettre suscrite sa, et possédant la lettre souscrite ra. Lettre racine surmontée de la voyelle i et de la lettre suscrite sa, possédant la lettre souscrite ra, le tout étant précédé de la lettre préfixée ba. Même ensemble que précédemment, suivi de la lettre suffixée ga. Enfin, ensemble complet et complexe, avec l'ajout de la seconde lettre suffixée sa au groupe précédent. Les lettres ne se combinent toutefois pas de manière arbitraire pour former des syllabes, seules 3 des 30 consonnes de l'alphabet peuvent être suscrites, tandis que 4 peuvent être souscrites, 5 peuvent être placées en position de préfixe, 10 en position de suffixe et 2 seulement en position de second suffixe. Mais, quelle que soit la complexité de la syllabe, elle aboutit toujours à un phonème unique, ainsi, en français, O, 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 O et O se prononcent tous O. Quand les lettres sont combinées entre elles, elles peuvent changer de taille ou même de forme, un peu comme, en français, le S qui, placé sous le C, pour former la cédille, est stylisé.
La lettre La en position de lettre racine. La lettre La en position de lettre souscrite, donc plus petite. La lettre Ya en position de lettre racine. La lettre Ya en position de lettre souscrite, plus petite et stylisée. Les syllabes sont toujours comme pendues à la ligne supérieure, à l'inverse de nos lettres qui sont toutes alignées par le bas et posées sur la ligne de base, et seuls 3 signes vocaliques, I, E, O, peuvent apparaître au-dessus de cette ligne supérieure, le U, lui, étant noté en dessous de la lettre radicale ou de la lettre souscrite. Les mots tibétains sont monosyllabiques et disyllabiques et plus rarement ou quadrisyllabiques. Les syllabes sont séparées par un signe appelé tse, un élément de ponctuation cunéiforme ou parfois rond. Celui-ci fait en quelque sorte office d'espace, puisque les mots tibétains ne sont en effet séparés par aucun espace. Autrement dit, dans les textes en tibétain, toutes les syllabes se suivent, séparées par le tse, et c'est au lecteur d'effectuer lui-même le travail de repérage des mots. La fin d'une proposition, en revanche, est marquée par un signe de ponctuation appelé she, un trait vertical qui descend de la ligne supérieure. Le tibétain n'a pas recours à la majuscule et possède ses propres chiffres. Il n'existe pas traditionnellement d'équivalent du gras, du romain ou de l'italique dans la typographie tibétaine, mais depuis le milieu du XXe siècle l'usage du gras est attesté dans certains livres tibétains publiés en Chine, pour signaler une emphase. Évolution des caractères d'imprimerie tibétains dans les pays occidentaux. Les caractères d'imprimerie mentionnés dans les paragraphes qui suivent ont été gravés et fondus dans des pays occidentaux, sauf exception. Bien que l'imprimerie à caractère mobile ait existé en Chine et qu'un type de caractère mobile en bois ait été déjà employé dans les premiers xylographes tibétains, la technique de l'imprimerie avec du métal coulé n'était pas utilisée au Tibet ou au Bhoutan. Au XVIIIe et XIXe siècle, les missionnaires occidentaux ont exporté leur connaissance de la langue et de l'écriture tibétaine vers leur pays d'origine. Là, des caractères d'imprimerie tibétains ont été gravés, principalement dans le but d'imprimer des dictionnaires, des manuels de grammaire ou des ouvrages religieux, qui tous étaient utiles à l'entreprise missionnaire. Leurs publications ont également été utilisées par les orientalistes occidentaux. À partir du XXe siècle, des manuels scolaires et d'autres publications ont été imprimés à destination des Tibétains eux-mêmes. Les plus anciens caractères d'imprimerie tibétains remontent à 1738. Antonio Fantosius, dates inconnues, avait gravé ces poinçons pour l'imprimerie de la Sacra Congregatio de Propaganda Fide à Rome. Ces caractères d'imprimerie ont été utilisés pour la première fois dans l'Alphabetum Tibetanum, 1762. L'interprétation que Fantosius a faite des caractères tibétains peut être décrite comme naïve, simplifiée et peu respectueuse des proportions. Certains caractères sont très grands et massifs. Dans un groupe de consonnes, le caractère inférieur est beaucoup plus petit qu'il ne devrait l'être quand il est combiné avec un signe voyelle, qui est lui-même surdimensionné. Ces caractères ont été utilisés pendant les 75 années qui ont suivi dans d'autres publications de la Sacra Congregatio de Propaganda Fide, par exemple comme l'Alphabetum Tangutanum Sive Tibetanum, 1773, mais aussi par d'autres imprimeurs. Certains des poinçons originaux de la police de caractères Fantosius ont été préservés et se trouvent maintenant dans le cabinet des poinçons de l'Imprimerie nationale en France. Daniel Berkeley Updike, 1860 à 1941, a rapporté dans son Printing Type, 1962, la manière dont ces poinçons s'étaient retrouvés là. Vers la fin du XVIIIe siècle, l'imprimerie de la propaganda a été dépouillée sans ménagement. Sous le Directoire en France, les commissaires du gouvernement chargés en Italie de la sélection des pièces artistiques grâce auxquelles il est important d'enrichir la France ont pris les mesures nécessaires pour se procurer, pour l'imprimerie de la République, un ensemble de matrices de tous les caractères d'imprimeries étrangers qui se trouvaient dans les bureaux de la propaganda à Rome. C'était en 1798. L'année suivante, les mesures nécessaires ont été prises et les commissaires français ont confisqué une bonne partie du matériel, pas seulement les poinçons et les caractères d'imprimerie, mais presque tout ce qui leur tombait sous la main, l'imprimerie étant remplie de polices de caractères qui, bien qu'estampillés Tipi Imperialibus, avaient été dérobés à l'imprimerie de la propaganda. Giambattista Bodoni de Parme, 1740 à 1813, a été la première personne à procéder à la gravure de caractères tibétains en 2 tailles différentes. Le second volume de son Manual Typographico, 1818, désigne ces 2 tailles de corps sous les noms de Philosophia, corps 10, et sul testo, corps 14. Leurs formes ont été très influencées par le tibétain de Fantosius. Non seulement le grand-père de Bodoni avait travaillé à l'imprimerie de la propaganda Fide, mais Bodoni y avait commencé sa carrière comme typographe. Il a utilisé ces caractères tibétains pour composer la traduction tibétaine du « Notre Père » dans son Oratio Dominica de 1806.
Un nouveau style de caractère a été développé à peu près à la même époque par un Hongrois, Sándor Krösi Ksoma, Alexander Ksoma de Kreux, 1784 à 1842. 3 tailles de caractères différentes furent gravées pour l'impression de son dictionnaire et sa grammaire en 1834. Le caractère Ksoma a été utilisé jusque dans les années 1950 pour les publications des presses de la mission baptiste de Calcutta. Isaac Jacob Schmidt, 1779 à 1847, né à Amsterdam, a traduit la grammaire et le dictionnaire de Ksoma en allemand et en russe pour l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg. En 1836, la maison d'édition de l'Académie a produit une police de caractères en 2 tailles, une encore 20 destinée à la composition du livre de grammaire et une plus petite encore 14 pour les annexes et pour le dictionnaire. La France a emboîté le pas à la Russie en gravant à son tour de nouveaux caractères d'imprimerie tibétain. Dans ce pays, déjà marqué par un siècle d'intérêt pour les études orientales, l'imprimerie nationale a eu recours à Marcellin le Grand, graveur de poinçons renommé et adroit, pour graver une police de caractères tibétaine en 2 tailles. Hormis ces caractères tibétains, le Grand a aussi gravé 20 autres polices de caractères pour différents systèmes d'écriture du monde, au cours des 27 années qu'il a passé à travailler pour la fonderie. La première police de caractères tibétaine qu'il a gravée était le tibétain Corps 18 en 1839, ainsi qu'il est présenté dans le spécimen des types divers de l'imprimerie nationale, 1878. Cet ouvrage inclut également le tibétain Corps 15, toujours par le Grand, qui a été créé un peu plus tard, en 1841. Le Kaiserliche und Königlichen Hof- und Staatsdruckerei à Vienne était un concurrent sérieux des imprimeurs royaux britanniques et français. 3 tailles de caractères tibétains différentes ont été fabriquées, toutes en 1850, encore 12, 16 et 24. Malheureusement, le K-Hof- und Staatsdruckerei a été bombardé pendant la Seconde Guerre mondiale et la grande majorité de son matériel d'imprimerie, ses machines ainsi que ses archives ont été détruites. Aux alentours des années 1880, une police de caractères avec un design similaire, influencé par les caractères de Vienne, a été produite en Grande-Bretagne par Stephen Austin et Son, à Hertford. Bien qu'il ait fallu attendre 1918 pour qu'elle soit utilisée pleinement par les compositeurs, cette police de caractères tibétaine a figuré dans leur premier recueil de spécimens de caractères d'imprimerie, publié vers 1880. Elle a été utilisée tout particulièrement pour composer les passages en tibétain des articles publiés dans les volumes du Journal of the Royal Asiatic Society. Le recueil des spécimens de caractères d'imprimerie de Stephen Austin et son publié en 1953 montre que la fonderie a créé une deuxième taille de caractères, encore 17. La British Library à Londres possède actuellement un grand nombre des caractères d'imprimerie de systèmes d'écriture du monde entier et ayant appartenu à Stephen Austin et Son, on y trouve notamment les 2 tailles de leurs caractères tibétains. Un autre personnage important dans le développement de la fonte de caractères tibétains est Ferdinand Thénard, 1820 à 1909, originaire de Berlin. En 1881, le Secretary of State for India in Council avait passé commande de la réédition du dictionnaire de tibétain compilé pour l'Académie des sciences de Berlin par le missionnaire Heinrich August Jaschke, 1817 à 1883, rédigé pendant les 20 années que ce dernier avait passé dans l'Himalaya. Bien que cette édition ait été publiée à Londres, elle a été entièrement fabriquée et imprimée par la prestigieuse maison d'édition Gebrüder Inger à Berlin. Jaschke lui-même a dessiné les esquisses préliminaires du nouveau caractère d'imprimerie, et Ferdinand Thénard, qui avait déjà gravé une police de caractères hiéroglyphiques, a été chargé de la gravure et de la fonte. Les caractères d'imprimerie pour le tibétain et les hiéroglyphes de Thénard sont représentés l'un à la suite de l'autre dans son Musterbug de 1895. En 1884, Horace Hart, 1840 à 1916, a acheté les caractères d'imprimerie tibétains de Thénard pour enrichir la collection de caractères d'imprimerie orientaux de l'Oxford University Press. Mais les caractères d'imprimerie de Thénard, ne mesurant que 0,918 pouces, étaient trop petits, ou courts, pour pouvoir être utilisés par les presses de l'OUP, alors ils ont été fondus à nouveau pour être conformes à la hauteur des caractères d'OUP, soit 0,938 pouces. Cela avait pour finalité de rendre les caractères tibétains compatibles avec le reste du matériel de cette imprimerie. L'ouvrage The List of Ancient and Modern Greek and Oriental Font, imprimé par Vivant Ridley à l'OUP en 1959, confirme que la police double Pika a été fondue. Les caractères tibétains de l'OUP se trouvent à présent à la Saint-Bride Librairie de Londres. Cette police de caractères y a été transférée entre 1983 et 1989, après la fermeture de l'atelier de typographie de l'OUP. Elle contenait 170 cases et 950 paquets de caractères d'imprimerie, datant du XVIIe au XXe siècle,
pour la plupart fondus à Oxford pour imprimer des langues occidentales et orientales, parmi lesquelles ce qui est connu sous le nom de caractère de Fell. Le tibétain de Thénard est généralement considéré comme possédant une forme idéale pour les caractères tibétains en métal. À partir du moment où il a été créé, vers 1880, il a fait son apparition dans de nombreuses publications de par le monde. D'un point de vue typographique, Ferdinand Thénard a réussi à traduire les caractéristiques de l'écriture manuelle tibétaine dans une police de métal élégante et bien proportionnée. Il n'a pas reproduit les modèles précédents de caractères d'imprimerie tibétain, bien au contraire, ces caractères tibétains reflètent fidèlement l'écriture tibétaine et ils ont influencé de manière directe ou indirecte les fonderies et imprimeries pour d'autres caractères. Les modèles historiques au service de solutions contemporaines. Le projet en cours, Tibetan Typeform, police de caractères tibétaine, que l'auteur a démarré en octobre 2004 au département de typographie et de communication graphique de l'université de Reading, étudie le développement et l'usage typographique des principales polices de caractères tibétaines, depuis leur début en 1738 jusqu'à nos jours. Une enquête comparative consacrée aux pratiques de fonte et de composition en caractères tibétains a été entreprise afin d'identifier les différentes méthodes employées pour résoudre les défis typographiques inhérents à l'écriture tibétaine, tels que le large éventail de caractères d'imprimerie nécessaires, la composition verticale de groupes consonantiques, le positionnement des marques diacritiques, etc. Une attention particulière est portée à la période historique de la composition manuelle, qui a posé les jalons des développements typographiques ultérieurs. Grâce aux bonnes relations entretenues entre la British Library, la St. Bride Library et le département de typographie de Reading, les polices de Stephen Austin de la British Library ont été transférées à la St. Bride Library le 3 mai 2006, ce qui a permis d'entreprendre une étude fine de ces caractères et de les comparer avec ceux utilisés par l'Oxford University Press.